Bon, bah, merci à tous d'être présents à cette nouvelle édition du Sitecore User Group. Sitecore n'étant pas là, on va pouvoir se lâcher. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc aujourd'hui, on va essayer de parler d'un nouveau sujet, enfin un nouveau sujet peut-être pour vous, qu'on travaille nous depuis plus d'un an maintenant chez Castellis, qui est Sitecore JSS. Donc Sitecore JSS, si vous avez suivi l'actualité, est sorti en novembre 2018. Et on a eu la chance, avec un de nos clients qui nous a fait confiance, de pouvoir sortir un premier site dès novembre en fait. On a travaillé sur la Tech Preview durant 2018 et en novembre à la sortie de la version, on a sorti une version du site pour notre client. Donc on n'a pas le droit de citer officiellement, mais en off, je vous le dirai après qui c'est. Et ça nous a permis d'avoir cette première expérience très intéressante sur Sitecore JSS, qui est pour nous une technologie assez disruptive, en fait, hein, qui est l'approche headless pour l'implémentation headless par Sitecore en fait. Alors, c'est moi qui fais les slides. Hop. Donc l'agenda, on fera une petite introduction, un rappel de ce que c'est que la technologie headless et comment Sitecore l'a implémenté avec JSS. Ensuite, on fera une démonstration très rapide de ce que je vous aurais présenté avant, donc l'utilisation de Sitecore JSS en pratique pour un développeur typiquement, et comment on l'a implémenté en full pass dans Azure. Et on vous fera le retour d'expérience qu'on a eu sur notre client sur ce site Sitecore JSS. Voilà. Et après on pourra échanger sur la techno et d'autres sujets d'utilisation de Sitecore en profitant du fait que nos amis ne soient pas là. Donc comme je vous le disais, a priori, alors on a essayé d'investiguer, on est quasi sûr qu'on est le premier intégrateur à avoir fait un site JSS sur Sitecore, au moins en Europe. Nous, on est sur Sitecore depuis 2014, on est intégrateur et partenaire Silver depuis 2014. Donc on a quand même maintenant une belle équipe Sitecore sur toutes les compétences nécessaires à la mise en place de technologies Sitecore, que ce soit du marketing, de la contribution et bien sûr du développement et des opérations. Merci. Donc, pour ceux qui étaient au Sitecore Experience Day, vous allez retrouver à peu près la même présentation, donc ça sera un refresh. Par contre, étant donné qu'on n'est pas un événement officiel Sitecore, on pourra aller un petit peu plus loin si vous avez certaines questions techniques sur la solution. Mais l'idée, c'était de parler donc des avantages de JSS, qui sont l'omnicanalité, donc le fait qu'on puisse être multicanal, on verra pourquoi, et pour nous, la réduction de time to market. Bon, très clairement, sur le projet que je vais citer, ce qui nous a vraiment intéressé dans JSS, c'est surtout le ROI et le fait qu'on puisse réduire le time to market et développer des sites beaucoup plus rapidement avec Sitecore et JSS qu'avec du Sitecore standard, donc MVC ou SXA. Bon, historiquement, le point d'achoppement en fait, et le fait qui nous a fait basculer vers l'approche headless, c'est l'articulation front-back. Donc, on a toujours, et vous avez tous vécu des projets Sitecore, on a toujours cette difficulté d'interopérabilité, de communication et d'échange et de travail en commun entre des développeurs front et des développeurs back, pour une raison très simple, c'est que les développeurs front ont des besoins d'agilité et ont des besoins de souplesse, ils ont un stream qui sont avec des cycles très rapides, alors que les développeurs back ont besoin de sécurité, ils ont de stabilité, et ils ont un stream qui est beaucoup plus lent en fait. Ce qui pose souvent des difficultés puisque les développeurs front vont vouloir faire des modifications très rapidement, et ça doit à chaque fois redescendre vers les développeurs back, ils doivent implémenter ces modifications, puis refaire des boucles, etc. Donc on verra après ce fonctionnement-là. Donc historiquement, on a toujours voulu séparer le design et la donnée en fait. Et la première chose qu'on a faite, évidemment, c'est CSS et JavaScript, donc Cascade Style Sheet et JavaScript, pour pouvoir faire en sorte que le front ait une certaine autonomie applicative, en tout cas dans la présentation de la donnée. Puis est venue ensuite une approche côté back avec le modèle vue contrôleur, MVC, et l'approche également composant avec SXA. L'approche headless, pour nous, c'est l'étape d'après. C'est l'étape d'après qui permet d'avoir un découplage très fort entre le CMS et la présentation de la donnée. Donc ça a deux avantages, effectivement, c'est effectivement l'omnicanalité, puisque le CMS, ne se contentant de servir du contenu, des assets du contenu, éventuellement des règles de présentation, va ne s'associer que ça, et c'est le développement front, donc que ça soit du web, que ça soit de l'IoT, que ce soit du mobile, une montre ou n'importe quel consommateur de données, va lui s'occuper de récupérer cette donnée et de l'afficher selon des règles propres au device en fait. Donc avant on était dans une approche très monolithique, très ERP en fait, avec le dev front, le dev back, tout était onboardé dans Sitecore, et donc avec ces difficultés d'un même développement commun à partager entre développeurs de front et back.
Avec JSS, avec l'approche headless, on a des développeurs front qui sont totalement autonomes et qui peuvent travailler sans avoir, enfin, ils ont bien sûr des contrats de service avec les développeurs back, mais ça se passe justement par du contrat de service, c'est du contrat de format de données. Et même plus intéressant, et ça c'est ce que je pourrais vous montrer après, le développeur front peut même être moteur dans la construction de la donnée. Il peut lui-même définir les structures de données dont il a besoin et après les envoyer dans Sidecar en fait, sans avoir le besoin même de développeurs back. Donc là, bien sûr, ça demande aussi des développeurs front qui ont une certaine appétence avec la construction de la donnée, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, il faut être assez prudent avec ça. Mais en tout cas, techniquement, JSS permet de concevoir le modèle de données directement depuis le développement front. Donc on revient un peu en fait, au développement full stack en fait. Donc sur un site classique en développement MVC ou développement SXA, on va avoir, et vous reconnaîtrez peut-être le schéma qu'on retrouve sur les présentations Sidecar, on va avoir les différentes étapes de construction du site avec d'abord la définition de la user experience, puis le visual design, puis le front-end développement sous forme de maquette, en général HTML, CSS, JS. Puis après, le back-end va intervenir pour définir les structures de données pour porter ce développement front. Et à la fin, on va rentrer le contenu et on va s'assurer que le site, on va resetter le site pour s'assurer qu'il est exactement ce qu'on attendait de lui. Alors, évidemment, le problème, c'est les boucles de rétroaction. C'est-à-dire que très souvent, c'est au moment de l'entrée du contenu qu'on va se rendre compte que finalement, il nous manque une donnée, par exemple, sur une fiche produit, qu'on aimerait l'afficher autrement, etc. Et à ce moment-là, dès que vous avez ce type de détection en mode recette, vous devez redescendre, toute la chaîne. Vous devez redescendre le back-end si c'est de la donnée, vous devez redescendre le front-end si c'est du design, donc revoir vos maquettes. Donc ce qui veut dire que le développeur back d'après devoir revoir ses CSS HTML par exemple, enfin ces fichiers intégrés depuis l'agence. Et donc tout cela prend beaucoup de temps en fait, et génère beaucoup de frustration. Surtout entre développement back-end et développement front-end. Je ne sais pas si vous avez vécu, mais les équipes back-end et les équipes front-end, c'est beaucoup de frustration et d'échanges entre elles et des incompréhensions. Avec JSS, en fait, on élimine le développement back-end, enfin en tout cas, on le réduit à sa part congrue, c'est-à-dire en fait, ça va être uniquement, par exemple, typiquement du service, ou ça va être de la transaction, mais par contre, le développeur front-end va prendre plus d'ampleur dans le développement, il va être autonome sur la construction des données, et il va être autonome aussi dans le test et dans la réalisation du site en fait. Donc en limitant cette étape, forcément, on limite les boucles de rétroaction. Et on peut également paralléliser en fait, parce que le développeur front-end, qui devient vraiment au cœur du projet, va avoir la main sur la donnée, il va même pouvoir, dans une première approche de développement, donc sur un site brand new, gérer de la donnée dans son développement et travailler en direct avec les contributeurs de façon beaucoup plus smooth, sans avoir à passer par de la contribution Sidecar en fait. C'est ce que je vous montrerai après dans la démo. Donc voilà, qui dit réduction de boucle de rétroaction, on dit augmentation du time to market, évidemment, et diminution du ROI. Ou meilleur ROI, pardon. Donc, qu'est-ce que JSS? Donc JSS, c'est l'implémentation de l'architecture headless par Sidecar. Et globalement, on peut le résumer en quatre points. Le premier, c'est déjà une librairie et des outils pour les développeurs. Alors, les développeurs front-end. C'est tout un ensemble, un set d'outils qui vont permettre de développer en local, en React, en Angular, en Vue.js, de tester l'application et de travailler en totale autonomie de Sidecar. Donc pas besoin de licence, pas besoin de compétences Sidecar, pas besoin de compétences .NET, Azure, etc. C'est vraiment du développement local. Ensuite, c'est donc les outils qui vont permettre de déployer. Une fois qu'on a fait ce développement, on a la capacité, avec le set de tools fournis par JSS, de déployer dans Sidecar tout ce qui a été réalisé en fait. Et donc après, de passer éventuellement en mode contribution sur Sidecar. Parce qu'il y a deux étapes, on en parlera après. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de connaissances nécessaires donc, des technologies sous-jacentes de Sidecar. Et c'est souvent un des problèmes qu'on rencontre, c'est la disponibilité des ressources sur Sidecar. Il faut trouver des développeurs qui sachent faire du .NET, qui ont envie de faire du CMS. Voilà, rien que les deux, là déjà, c'est compliqué. Donc là, l'avantage, c'est qu'on n'a besoin que de développeurs front. Et les développeurs front, par définition, font du CMS, ou en tout cas font du web. Donc ça ne les dérangera pas de travailler sur ce type de solution. Et on les trouve beaucoup plus facilement. Voilà. Donc former un développeur front qui connaît React, Angular ou Vue.js à du JSS, honnêtement, c'est une journée. Enfin, c'est très très rapide. Et l'avantage, c'est que ça reste compatible avec tous les outils standards et assez sympathiques de Sidecar, alors que ce soit bien sûr le socle Sidecar, c'est-à-dire la sécurité, le multilangue,
enfin tout ce qu'on retrouve dans le CMS, mais également les outils de marketing automation, puisque JSS va rendre du contenu, mais également des règles de rendition, et également les outils de productivité type Content Editor. Donc, je vous montrerai après, mais Content Editor, ils sont compatibles avec JSS. Voilà, voilà. Donc on a le bon côté des deux approches, c'est-à-dire qu'on a à la fois l'agilité du développement front, en full React ou Angular ou Vue.js, et on a la structure, la robustesse, la sécurité et les capacités de scalabilité de Sidecore en back-office. Donc c'est un peu le meilleur des deux mondes. Alors un slide très rapide pour expliquer comment on peut faire du Sidecore en termes d'architecture. Alors nous on fait que du Azure, hein. On intègre toutes nos solutions sur Azure. Il y a deux moyens en fait, de faire du JSS. La manière la plus simple et qui est utile pour tout ce qui est CM en fait, hein, pour tout ce qui est contribution, c'est le mode intégré en fait. Donc comme je vous l'ai dit, il y a deux serveurs en fait, hein. Il y a le serveur Sidecore qui contient la donnée et il y a le serveur qui fait la rendition. Et donc en l'occurrence c'est du Node.js puisque c'est du JavaScript. Donc le Node.js peut être onboardé dans une web app Sidecore classique. Hein, et ça permet justement de faire de l'expérience éditeur, etc. Donc c'est ce qu'on privilégie pour les CM typiquement. Et après, en mode production, si on veut avoir de la scalabilité, on peut séparer le Node.js de la web app Sidecore en fait, donc du serveur de contenu et de rendition. Voilà, donc c'est les deux approches en termes de technologie. Ah bah là, bon, bah, je vais vous montrer ça alors. Vous avez des questions pour l'instant? Ah mince, t'as pas de HDMI? Alors, je n'ai pas vérifié, désolé. Il fait HDMI le pépère, hein? Ah bah ça va être sympa. Ouais mais attends, mais est-ce qu'il fait HDMI lui? Non, il fait DisplayPort, il fait VGA, mais Alors petit... VGA, ça bah, t'as un VGA. Non, j'ai pas déjà, non. Je suis sur Mac moi. Ah rien. Alors oui, vous n'avez pas besoin de PC hein, pour faire JSS. C'est pas nécessaire. Allez, on va. Ou alors on continue la présentation sur la partie retour d'expérience et je vous fais la présentation après démo et puis on fait plus en live la démo. Si on n'est pas nombreux, on pourra se mettre autour de la table et puis comme ça on pourra. Ah c'est pas mal ça. Hop, merci bien. Ah bah, c'est super. Hop. Réduction de 10% sur le prochain projet. Alors. Yes. Super. Attends, celui-là on va le mettre là. Alors. Donc, vous pourrez trouver toute la documentation nécessaire. Alors, là, il va falloir revoir sur le site Sidecore, que vous connaissez sûrement déjà. Attendez, on va lire ça. Ah, c'est petit, hein. Hop là. Qui est jssidecore.net, .com, pardon. Où là, vous aurez un get start avec toutes les billes pour commencer. Donc, honnêtement, pour un développeur lambda, même pas très doué, ça prend pas beaucoup de temps. Vous installez Node, vous faites un JSS create pour votre première application, enfin Node avec le module Sidecore, donc tout est open source, ça change un peu pour une fois. C'est-à-dire que les sources de JSS, vous pourrez même éventuellement les modifier, les adapter. Nous, ce qu'on a fait sur notre projet, typiquement le tooling qui est fourni par Sidecore, on peut le modifier et l'adapter, ça c'est assez sympa. Et après, en 3 lignes, en qualité de commande, vous avez votre premier projet Sidecore. Donc, je ne vais pas le faire en live, je vais partir sur un projet qu'on a déjà créé. Donc là, je suis dans un répertoire qui s'appelle un client pour lequel on a fait un POC. Et là, je vais donc mon projet Sidecore. Voilà, donc un projet Sidecore JSS, en fait, c'est un projet React, hein, tout bêtement, avec quelques librairies, quelques répertoires en plus. Est-ce que vous arrivez à voir ou pas là? Pardon? Ouais. Sinon, je l'ai en VS Code aussi, mais ça va être, c'est pire encore. Hein, bon. Ouais. Bon, parce que c'est un peu flou là.
Ah bah voilà, c'est mieux, c'est un problème de réglage. Oui, bon, on est zoomé je crois déjà là. Hein. Non, c'est bon. Ouais, on va rectifier là. Donc le développeur va se retrouver avec un répertoire complet avec tout son projet. Il va pouvoir bien mettre dans son Visual Studio, son VS Code, enfin son environnement de développement habituel. Donc nous on travaille sur du Git, alors là cette version-là n'est pas Gitée, mais on travaille sur du Git bien sûr. Et l'idée bien sûr c'est qu'après chaque développeur commit ses modifications et on a une CI qui intègre directement les modifications et les déploie sur une web app Azure. En l'occurrence, le développeur va avoir sur son PC, et c'est ça qui est intéressant, l'ensemble des données du site. Alors, je vais quand même vous montrer à quoi ressemble ce site. Et là, avec une ligne de commande, je vais lancer mon serveur local. Donc, comme je vous le disais, il n'y a pas besoin de Sidecore. En fait, JSS intègre directement Node.js, en fait, et Node.js intègre un serveur local, Sidecore, qui moque en fait la connexion avec Sidecore, donc la connexion avec les contenus. Voilà, donc typiquement là, j'ai mon contenu, on a développé pour l'expérience un petit composant avec 6 rubriques, des images et du texte, et qui est donc un composant JSS. Donc à quoi ça ressemble en fait? Donc mon composant, alors là c'est mon serveur qui tourne, hein, dans une nouvelle fenêtre. Donc évidemment, si je rafraîchis, je peux voir tout ce qui se passe sur le serveur. Hop, voilà. Et puis là, je vais avoir un appel en plus sur mon serveur ici. Voilà. Donc toutes les routes qui sont appelées sont affichées et on a aussi du débugage en temps réel sur le serveur. Donc le développeur est autonome, pas besoin de Sidecore, il peut travailler tranquillement et il a toutes les informations. S'il est familier de Node.js, il ne sera pas perdu en fait. Hop. Voilà. Voilà, donc qu'est-ce que je vais vous montrer? Alors, typiquement, voilà, là j'ai développé ce composant-là. Donc j'ai un composant qui va être dans ma librairie de composants que je peux scaffolder avec des outils JSS, avec une ligne de commande également, et que je vais retrouver donc dans mes sources de projet, ici, dans mes components. Et ce component, si je me rappelle bien, c'est celui-là. Voilà, et donc un fichier JS avec tout mon composant. Alors, je ne suis peut-être pas très visible là, je peux peut-être vous le montrer en VS Code plutôt. Voilà, donc typiquement ce composant-là, voilà. Un composant, donc là on retrouve notre HTML et nos définitions en fait d'appel aux propriétés Sidecore en fait, données Sidecore en fait. Hein. Je ne sais pas si c'est peut-être un peu technique ou pas assez, je sais pas, mais. L'idée après, c'est que, bon, bien sûr, j'ai mon composant qui fait le design, donc là c'est du full JS React classique, et je vais avoir mes données en fait. Et les données, elles peuvent être au démarrage du projet dans un répertoire data en fait. Et là je vais retrouver par exemple typiquement mes données de mon composant avec un appel à des ID d'une collection de catégories en l'occurrence, hein, qu'on peut retrouver ici. Contente, ici. Exactement. Et on le moque sous forme de fichier YAML ou JSON en fait. Donc là par exemple typiquement sur ce composant là, ici j'ai un truc qui s'appelle l'expérience salon, qui est directement ici, l'expérience salon, ça doit être lequel? Je ne sais pas, salon, ça doit être celui-là. Voilà, avec un petit fichier YAML qui lui-même est appelé par le composant. Voilà, l'expérience salon. Et en live, si je modifie, hop, CTRL S, voilà, l'expérience salon test. Voilà. Donc en plus ça rafraîchit automatiquement. Donc le développeur peut travailler tranquillement sur son code, sur ses données. C'est pour ça qu'il peut travailler sur le code sur les données. Et automatiquement, le serveur rafraîchit et remet à jour les données. Une fois que j'ai fini le développement comme ça, en fait j'ai plusieurs outils donc, fournis par Sidecore. Un premier outil qui va me permettre de déployer le code dans Sidecore. Alors pardon, excusez-moi, de déployer les templates dans Sidecore. Donc là typiquement par exemple sur ce composant-là, ben voilà, j'ai un template qui s'appelle Product Category Template, typiquement, avec des fields. Et on retrouve une architecture typiquement Sidecore qu'on va retrouver dans Sidecore. D'ailleurs, je vais vous le montrer tout de suite. Dans Sidecore, il est où mon Sidecore? Il est là, voilà. Je retrouve mon projet, c'est un peu petit, mon projet de Sange là, avec mes components. Alors ça c'est les components, mon contenu, pardon. Et là typiquement je l'avais mis là-dedans, je crois, voilà, ici, tac. Et je retrouve bon, un petit peu mon salon là, voilà, avec mes données, voilà, et mon template que je vais retrouver dans les templates classiques Sidecore en fait, hein, ici. Voilà, on va retrouver dans JSS théoriquement, est-ce qu'il est? Je ne sais plus où il est. Je trouve le foutu. Hein? Attendez, bon, voilà. Faut me croire sur parole, ils sont quelque part dans le template. Donc,
On a donc deux phases dans le développement. On a une première phase où le développeur est en totale autonomie, où les développeurs sont en totale autonomie en équipe, et ils travaillent à la fois la donnée, le contenu, jusqu'à avoir quelque chose qui correspond. Alors ça peut être une partie du site, bien sûr. Une fois que ça, c'est ce qu'on appelle le développeur first, en fait. Donc le développeur a la main sur l'ensemble du projet. Et une fois que ça c'est terminé et qu'on est prêt à délivrer, à faire de la recette sur Sidecore, on va utiliser des lignes de commande, donc JSS deploy, où on peut déployer du contenu, du template, etc., etc. Et on va pousser à la fois la donnée et les templates dans Sidecore. Et après le code, donc le build du JavaScript, lui est poussé par une CI sur le serveur pour tourner sur le Node.js, en fait. Voilà, donc c'est assez souple. Et une fois que ça c'est validé, une fois qu'un composant est validé, que son contenu est validé, en tout cas validé en termes de structure, à ce moment-là on fige les données, on a un mécanisme de workflow dans Sidecore ici, alors là on le voit, ouais, si on le voit, voilà, là typiquement, là on est dans un mode de workflow développement encore, au niveau de ce contenu-là, c'est-à-dire que le développeur a encore la main et peut l'écraser autant de fois qu'il veut, mais à partir du moment où on fige le contenu, on change le workflow dans Sidecore, et c'est Sidecore qui prend la main sur le contenu. Alors, à ce moment-là on passe en Sidecore first. Le développeur pourra toujours pousser des nouveaux templates. À ce moment-là, il faudra s'assurer que le contenu suit bien sûr dans Sidecore. Par contre, en termes de développement initial, donc pour la V1 du site en tout cas, ou la V1 d'un nouveau composant, de nouvelles pages, etc., c'est extrêmement souple parce que le développeur est autonome, il n'est pas impacté par Sidecore. Alors, sachant qu'il y a un mode intermédiaire, c'est-à-dire que même mon petit serveur qui est ici là, actuellement, qui tourne là, donc, va chercher les données dans le répertoire data, mais il peut très bien aussi aller les chercher dans un Sidecore en fait, hein, dans une chose sur Sidecore. Là c'est juste, au lieu de faire un JSS start tout court, je mets un JSS start connected, je crois, quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, il se connecte à l'instance Sidecore et récupère le contenu de Sidecore. Voilà. Donc là on a un mode de fonctionnement plus... on reste quand même en navigateur, hein. C'est-à-dire que là c'est le navigateur qui exécute le JavaScript, alors que quand on déploiera après en production, on sera en SSR. Hein. Donc c'est le serveur Node.js qui va faire le rendering. Hein. Alors là, ça c'est une des petites difficultés qu'il faut faire attention avec les développeurs. C'est que comme eux sont en mode browser, pas utiliser les objets type Windows, ce genre de choses, parce que sinon ça ne va pas bien se passer quand on va passer en SSR. Hein. Ça nous est arrivé, donc c'est bon à savoir. Que dire de plus Donc là, d'après ce que tu m'expliques, au niveau du mode SSR, ainsi de suite, c'est l'arbre de contenu qui est exposé, qui permet de récupérer le contenu ensuite de Sidecore. Oui, alors en fait, si on regarde un peu les appels à HTTP, au niveau du Node.js, il va aller faire des appels effectivement à Sidecore pour récupérer le contenu sous forme de JSON. En fait. D'accord. Mais c'est un peu Alors, comme il y avait la batterie à l'époque, c'est-à-dire qu'on oui, tout à fait. on va scanner l'arbre de contenu. Alors effectivement, tu as raison, on pouvait le faire avant JSS. Ouais. En fait, ce que JSS apporte, c'est les outils en fait, les outils de deploy. Donc le fait que le développeur fasse son site. Nous, le site qu'on a fait après, on l'a fait intégralement sans Sidecore en fait. On a fait tout sur les PC des développeurs. Et une fois qu'on avait, y compris le contenu d'ailleurs, parce que c'était plus simple c'était plus simple en termes de licence, c'était plus simple en termes de contribution, c'était plus simple quoi. Et on avait des contributeurs qui étaient pas dérangés à travailler avec du JSON ou du YAML, si tu veux. Voilà. Bon, les contributeurs qui sont un peu, en même temps, travailler avec le back-office Sidecore, c'est parfois aussi un peu compliqué. Donc, par contre, ça signifie quand même ce qui fait qu'on a pu le versionner aussi notre contenu. ça signifie aussi que quand tu organises ton contenu initialement, au niveau des développeurs, quand tu organises et quand même que tu... Oui, c'est pour ça que je dis, et c'est pas que des développeurs front de base, c'est vraiment des développeurs full stack. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient une bonne notion de l'architecture du contenu. Je ne sais pas si tu vois ici, mais dans mon data là, il est où mon data, VS Code, tac, voilà. Dans mon data, si je reprends, alors là justement je suis dans bon, j'ai appelé ça Product Factor Categories parce que c'est pour l'expérience, mais si je reviens sur ma page d'accueil qui doit être, qui est où ma page d'accueil, on va la retrouver. Qui doit être en route, ouais, voilà. Là ça c'est les différentes routes, hein, donc les URL du site. Donc j'ai ma route principale. Tu vois, en fait j'appelle des ID d'autres collections en fait. Hein. Donc il faut que je structure ma donnée intelligemment, puisque ces ID là, justement, je les retrouve dans une autre arborescence dans Sidecore en fait. Voilà, et je peux les appeler dynamiquement, après je peux gérer des ordres, des choses comme ça. Donc évidemment le développeur front doit avoir une certaine appétence pour la structuration de la donnée, ou travailler en collaboration avec des développeurs comme logique plus back, quoi. Mais c'est plus facile, nous on a trouvé ça plus facile dans ce sens-là, plutôt qu'un développeur, que de gérer une interaction classique avec le développeur back et front, où le développeur back doit récupérer du template HTML, parfois le modifier, et puis quand il le pousse sur Sidecore, il y a des petites pétouilles qui vont pas bien, et que ça fait des retours dans tous les... Ouais. C'est juste pour savoir effectivement, donc c'est quand même l'arbre de contenu qui est exposé au travers de la piste. Tout à fait, tout à fait. Alors ça, et les règles de rendition. Si tu as de la personnalisation,
typiquement, c'est pareil, c'est Sidecore qui va te donner une règle de rendition. Alors l'intérêt, c'est que, alors là, je suis sur mon localhost 3000, donc mon serveur local. L'intérêt, bon, là maintenant, j'ai poussé dans Sidecore, je retrouve donc, comme je vous le disais, mon expérience éditeur. C'est-à-dire que là, sur cette version qui est dans Sidecore, pour le coup, hein, je peux aller modifier les textes, modifier les images, modifier les liens, etc. quoi, comme n'importe quel site Sidecore classique, en fait. Hein. Donc je retrouve mes capacités classiques de Sidecore, en fait. Donc on n'est pas obligé d'utiliser un éditeur tiers pour faire les modifications de contenu en contenu, même si on utilise du ISS. Non, tu peux utiliser l'expérience éditeur. Non, d'accord, Ouais, c'est tout à fait. directement Ouais. c'est Y compris l'organisation des blocs, etc. Ouais, tout à fait. une force. Oui, non, mais oui. Et en termes de librairie, propose Sidecore sur côté. Là, vous avez fait ça en Vue ou en React? Alors nous, alors ce projet-là, le POC là, c'est du React. Ouais. On a des projets actuellement en Angular. Et le retour d'expérience qu'on fera, c'est du React aussi. Alors tout simplement parce qu'on a travaillé en collaboration avec une agence hein, qui avait des développeurs front aussi. Et eux étaient plus à l'aise sur React. Alors, après, nous, on est assez agnostique. Et au niveau du tooling, enfin des composants de base que fournit Sidecore dans ces différents frameworks, vous n'avez pas été un peu limité Alors, ou c'est une très bonne question. Il n'y a pas de composants de base. enfin, pour générer le titre là en disant que bah oui ça c'est un titre et quand il vient dans l'expérience éditeur, tu fais bien un appel spécifique à un composant Ouais. React ou Vue ou quelque chose comme ça. C'est pas c'est les enfin comment Sidecore fait pour interpréter que ce champ là c'est un champ qui vient de la Parce- base si tu ne dis pas quelque part. Parce que dans ton YAML, là, tu lui confirmes tout. Tu lui dis que c'est tel template, telle composante. D'accord, vois. mais ça c'est le YAML, c'est pas ça qui s'occupe du rendu, ça c'est la data. Pour le Ouais. rendu, c'est quoi comme fichier? Alors, c'est le fichier composant. C'était celui-là. Attends, ça devait être celui-là. Voilà. Et là bon, je te mets le classique. Et puis, Il y a bien un endroit où le champ, tu lui dis que c'est ce champ-là qui appelle. alors oui, ça doit être tout. Donc ça c'est bah, là tu lui dis voilà, c'est catégorie 0, fil d'image source value, donc c'est catégorie 0 et catégorise, il vient d'où? Bah, c'est la propriété la propriété qui est passée à ton composant en fait. Après, on peut discuter avec des développeurs si tu veux. Hein. Moi je suis pas développeur. Ouais, bien sûr, bien sûr. Je te donne les grands contextes, les grands concepts. Ok. Que dire de plus? Donc on a la compatibilité expérience éditeur, on a ce double fonctionnement, je pousse dans Sidecore ou je travaille local, et je vous ai dit quoi après? Je ne sais plus. Bah, je pense qu'on a fait le tour. Et donc là, quand vous avez travaillé avec l'agence, Ouais. vous a fourni. Qu'est-ce que l'agence vous a fourni? Vous a fourni directement les. Nous on lui a fourni, on a développé les composants si tu veux non designés. D'accord. Et c'est pour ça que d'ailleurs, tu vois, il y a des imports, alors là, c'est pas le projet en l'occurrence, mais tu vois, mais il y a des imports CSS, par exemple. Donc nous, on a designé les composants qui ressemblaient d'ailleurs, je ne sais pas si tu vois la différence, mais ici, on a... Ah non, c'est pas ici, c'est là, c'est l'autre. Tu vois, bon, là, typiquement, on a des images, alors que là, on n'a rien, par exemple. Donc nous, on avait mis des textes bidons, on avait mis des images comme ça, des placeholders, tout simplement. Et l'agence, après, travaille sur le CSS et travaille sur, justement dans le répertoire data. Donc elle a plutôt accès au répertoire data et au répertoire avec les CSS, en fait. oui, d'accord. Voilà. C'est un peu le concept, en fait. L'idée, c'est qu'après, on peut l'industrialiser, ça, d'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de faire, pour fournir aux agences avec qui on travaille des guides tout faits, des guidelines pour leur expliquer, il faut modifier là, là, là et là. Et puis, et après, on a la CI qui va aller vérifier, qui va faire des checksums pour s'assurer qu'ils n'ont pas été modifiés, les trucs à nous, quoi. Voilà, donc c'est assez, ça permet d'industrialiser vraiment et d'être assez autonome sur le... on laisse quand même une grosse autonomie aux agences parce qu'elles peuvent quand même modifier pas mal de choses sur le contenu, la data, les CSS, les JS côté client, etc. Donc ce qu'elles faisaient déjà avant, mais avant elles le faisaient avant et elles nous le donnaient et on devait découper, etc. Et parfois ça revenait. Là maintenant elles le font directement en fait, c'est ça qui est bien. Oui, on gagne Et en consacré au niveau de l'intégration entre l'implémentation de l'implémentation. ouais, surtout sur la data en fait. Ouais.
parce qu'elles ont la possibilité de créer de la data en fait. Alors ça c'est un travail qu'on fait en commun en général, mais elles ont la possibilité de créer de la data, tu vois, dans le répertoire data en fait. Et après de le déployer très facilement dans Sidecore. Alors qu'avant, il fallait qu'elles nous demandent de créer des templates, etc. Donc on se met d'accord sur les templates, ça prend un temps dingue quoi. Et puis dès que tu oublies un truc, bah, c'est reparti en arrière, quoi. C'est vraiment le gros avantage pour nous de JSS, quoi. Après, ça marche très très bien, c'est très performant en termes de temps de réponse, etc. On a vraiment des super. Alors, tu peux mettre effectivement dans les démos d'ailleurs, qu'on mettre dans les docs de Sidecore, ils te mettent du Heroku par exemple, typiquement pour la partie Node.js. Tu peux très bien avoir de la web app Azure, du Heroku devant, puis ton CDN, etc., quoi. C'est assez souple aussi, quoi. Et la scalabilité, elle est à 2 niveaux. Tu peux scaler tes Node.js et tu peux scaler tes web apps. Et tu peux aussi, c'est ce qu'on voit typiquement dans mon. Ici, par exemple, là j'ai plein de projets JSS. Tout ça, c'est des projets différents en fait. Et chaque projet a une URL de contenu et je peux avoir un Node.js différent par projet, par exemple. Voilà, donc je peux centraliser, si j'ai un client qui est multi-site avec plein de marques, etc., je peux centraliser dans un seul back-office son contenu et donc mutualiser certaines choses aussi, puisque je peux les appeler n'importe où. Et par contre, séparer les Node.js de façon autonome. Et là, par contre, ça demande quand même un travail d'organisation et d'architecture. Ouais, bien sûr. Ouais, mais c'est pas pour des petits projets. Voilà. Des questions peut-être sur le. Et donc, un des gros avantages quand même, pour nous, c'était les ressources, hein, honnêtement. Comme vous tous, on a beaucoup de mal à convaincre et à trouver des développeurs qui sont intéressés à faire du Sidecore. Alors, on en trouve, bien sûr, mais pas beaucoup. Donc, pour la scalabilité, c'est aussi la scalabilité humaine, hein. On a beaucoup de facilité à trouver des développeurs front ou des agences. Et convaincre une agence à faire du JSS, c'est plus facile que de convaincre de faire du Sidecore, quoi. Classique. On a fait une expérience là, pour Emploi, qu'en l'espace de 3 jours, ils avaient, nos développeurs front avaient intégré Sidecore et c'était déjà toute une intégration avec du contenu et des services. Donc c'était assez rapide. On avait je ne sais pas ce qui nous disait un peu dans le niveau développeur front, c'était rapide. Ouais. Oui, c'est quelques jours, effectivement. Alors qu'avant, c'était un peu plus compliqué. Retour d'expérience. Tac. Merci infiniment. Notre sauveur. Hop. Alors, est-ce qu'il faut remettre un petit coup de. Où est-ce qu'il va détecter? Yes. Je te laisse, Ah. Je pense que tu relances le diaporama. Tu arrête-le. Non, c'est pas ça, arrêtez. On fait fin du diaporama là. Ah, dommage. Là, tu peux pas inverser les écrans dans ce cas-là? Si tu es en paramètre d'affichage, il faut aller mettre la souris là-haut. Ah, bah voilà. Ok, donc comme je vous le disais, on a eu la chance d'avoir un client qui nous a fait confiance et qui a été convaincu par notre discours sur JSS. Donc c'était une problématique qu'on retrouve assez classiquement, donc une agence front qui a des difficultés à travailler avec un CMS. En l'occurrence, c'était pas Sidecore, c'était Adobe, mais bon. Et besoin de développer un nouveau site pour ce client. Et nous, on propose donc de partir sur une technologie Sidecore et surtout headless. Parce qu'on s'était dit qu'en faisant du Sidecore comme on le faisait avant, on aurait eu les mêmes difficultés probablement qu'avec Adobe et donc les mêmes frictions avec l'agence. Donc le besoin c'était de refonte pourquoi 2 sites internet d'ailleurs? Oui voilà, c'était de refondre 2 sites internet, oui pardon, de cette marque en un seul. Le site ayant une vocation CSR, Corporate Social Responsibility, donc vraiment communication corporate de l'entreprise. Donc on était 3 agences sur le projet, une agence front, avec qui on a travaillé étroitement, une agence traduction,
aussi, puisque le site a été livré en 8 langues, et maintenant je crois qu'il y en a 12 ou 13. Et donc front et contribution, et nous en agence technique en fait, hein, donc pour le développement des composants JSS et également la partie Ops Azure. Les délais étaient donc très courts, puisque la décision a été prise assez tardivement, étant donné qu'il y a quand même eu cette crainte qu'on parte sur une technologie quand même qui était au départ bêta, et donc alpha, enfin alpha puis bêta, puis toute neuve. Donc il a quand même fallu convaincre, et comme la décision a été prise tardivement, il a fallu faire le projet rapidement. Et avec une deadline bien sûr non modifiable, puisqu'il y avait des events bien sûr, comme d'habitude, et une très forte visibilité du projet. La CSR étant un sujet à la mode. Donc les étapes du projet classiques, comme je vous les ai décrites, on a d'abord fait tout ce qui était UX/UI, hein, donc vraiment la définition complète de l'organisation du site. Puis on est parti directement en développement front-end, hein, donc en mode prototype en fait. Et le prototype, on l'a fait directement en React en fait. C'était ça l'intérêt. Et donc ce prototype a pu être réutilisé sur le site définitif. Une fois qu'on a terminé ce développement prototype, on a poussé nos données dans Sidecore et on est parti en contribution multilangue en fait. Oui, parce que je ne l'ai peut-être pas dit, mais JSS est bien sûr nativement multilangue comme Sidecore en fait, et bien sûr une multiversion comme Sidecore. Enfin c'est du Sidecore quand même. Voilà, donc ça c'est les étapes, et donc on a vraiment respecté ce process avec une forte interaction dans l'étape 2 entre l'agence front et nous-mêmes. Donc en chiffres, c'était 3 dev front, 1 dev back. Dev back onboardé dans l'équipe dev front, 15 contributeurs multilangues. Ça s'explique surtout par les délais, qui étaient extrêmement short, parce qu'en fait la difficulté c'était d'avoir les contenus et les traductions dans le temps imparti, puisque le développement était assez rapide. Donc 150 pages de contenu approximativement, bon, là il y a un petit peu plus, et le projet a duré 3 mois, mais tout compris, entre le go du client et la livraison en production. Oui, c'est super court parce qu'on n'avait même pas tous les contenus au démarrage en fait, hein. Donc ça a été assez compliqué, donc 9 langues, pas 8. 9 langues, dont des langues asiatiques complexes. Par contre, on n'a pas d'arabe sur cette version-là, et je crois que ça sortira après. Et 3500 assets, c'est un site qui a énormément d'assets en fait, c'est un site très contenu. Voilà. Alors les perspectives derrière, alors comme je vous le disais, alors pour l'instant, nous on a validé en POC que la personnalisation bien sûr fonctionnait, mais on ne l'a pas encore mis en production, on n'a pas de site en production avec de la personnalisation, donc ça c'est les prochaines étapes donc avec ce client, du A/B testing et de la perso sur JSS. Et le multicanal qu'on n'a pas encore exploité non plus. Pour l'instant, on n'a fait que du Node.js en web, on n'a pas fait d'application mobile, on n'a pas fait ce genre de choses. Alors on sait qu'on sait le faire, c'est assez facile, mais ça n'a pas été encore mis en œuvre. Et puis sinon, on travaille également à la mise en place. Alors il y a un point négatif, entre guillemets, par rapport à l'ancienne version de Sidecore, surtout à SXA, c'est qu'à SXA, il y a une librairie de composants, donc ça permet aussi d'aller vite, hein, par définition. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué à manœuvrer et à personnaliser. JSS est livré sans composants, là il faut les développer. Donc nous ce qu'on est en train de faire actuellement c'est de développer toute une set de librairies de composants pour pouvoir, en plus de la facilité qu'on a à développer, pouvoir développer des sites un peu classiques avec des composants existants. Alors, tout ce qu'on retrouve là, classiquement, du catalogue produit, du slideshow, de la vidéo, etc., etc. Donc tout ça, on est en train de les créer dans un catalogue qu'on pourra mettre à disposition de nos clients pour développer des sites vraiment ultra rapidement. Voilà. Que dire de plus? Ah bah merci. Voilà. Donc maintenant c'est open. Enfin, vous avez déjà posé beaucoup de questions. Moi j'en ai une. Ouais. Ah alors très bonne question. Très bonne question. Sur ce projet, on a commencé par du Azure Search. Et on a développé nous-mêmes au départ des services en fait. Hein, donc du .NET, là pour le coup c'était du .NET classique. Et là maintenant on est en train d'implémenter Coveo. Et en fait le Coveo, on utilise en fait les librairies JSS que fournit Coveo depuis peu, et qui nous permettent d'onboarder en fait la recherche dans React directement. Donc React appelle Coveo. Donc on passe même pas par Sidecore en fait pour la recherche. Donc, bien sûr on a le lien Sidecore Coveo pour l'indexation, mais après on a directement le React qui appelle Sidecore. Donc là on est en multicanal à l'envers, et ça c'est une des forces que je n'ai pas explosé d'ailleurs, c'est qu'effectivement comme le développement React est assez autonome, comme pourrait être une appli mobile ou comme pourrait être n'importe quelle autre appli autonome, on peut non seulement aller chercher du contenu, du rendering dans Sidecore, mais on peut aller chercher du service ailleurs. Du prix dans un PIM ou dans une... Nous, le problème avec la web API, c'est qu'on a été obligé de redévelopper un service. Ouais, au début ouais. C'est ce qu'on a fait au début, effectivement, au-dessus d'Azure Search en fait.
Bon, c'était pas non plus, il y a 7 codes, hein, c'est pas monstrueux, mais effectivement il a fallu le développer. C'est pareil pour Forms aussi, hein. Alors, je crois que dans la dernière version de JSS, enfin celle qui arrive là, il y aura Forms qui est intégré, mais là il l'est pas dans la première. Donc tu es obligé de développer toi-même tes petits formulaires et puis ton petit service derrière. Alors tu peux utiliser aussi GraphQL, j'en ai pas parlé, erreur. Il y a GraphQL qui est intégré donc, dans JSS, enfin assez facilement onboardé, et qui permet de faire également de la requête dans Sidecore, dans du contenu Sidecore. Et ça, c'est extrêmement puissant, hein, GraphQL. Et donc, tu peux utiliser GraphQL aussi et derrière mettre un service. Hein. Donc, un peu moquer le truc. En fait, c'est une espèce d'API, hein, finalement. Donc, la GraphQL est assez pertinent pour ça aussi. Mais l'intérêt hein, d'avoir séparé le front du back, c'est que tu peux aller chercher de la donnée ailleurs et du service ailleurs, en fait. Hein. Et typiquement, là, ce qu'on a fait, la recherche, c'est Coveo, point. Et pas à se réfléchir, à se passer par Sidecore, etc. Truc compliqué, non, tu vois, on pointe directement sur l'API Coveo. Si tu as d'autres API, d'autres services, un store locator, je dis, une base e-commerce, etc., bah, tu vas chercher ta donnée ailleurs. Hein. Tu es très autonome de Sidecore en fait. Voilà. Donc, tu peux faire vraiment du best of breed. En termes d'architecture, on n'est pas vraiment en microservice. Mon contenu et mon rendering et ma perso, c'est Sidecore. Mon PIM, mes produits, je vais les chercher ailleurs. Les assets, typiquement, ne sont pas dans Sidecore. Là. Dans le projet qu'on a fait, on a sorti les assets, on les a mis dans un asset manager tiers, et donc on référence les URL bien sûr dans Sidecore, dans notre répertoire data là, mais on n'utilise pas la media library de Sidecore. Pour les problèmes de perf, de déploiement CDN et puis de sécurité aussi, parce qu'on a des assets parfois qu'on veut sortir vraiment à la dernière minute, donc on a un canal différent pour les assets. Donc, et ça c'est facile, parce que c'est React qui va consommer tout ça. Donc on a vraiment ce découplage permet une grande souplesse. En termes de contribution pour tes images et tout ça. C'est pas dans Sidecore. Hormis les URL. Quoi. Après, nous, on a développé des petits outils pour faire le lien, si tu veux. Donc, après, on fait encore du dev back, mais pas du dev back au sens back front, quoi, mais du dev back, c'est-à-dire du tooling dans Sidecore, en fait. Voilà. Ça, on en fait encore pas mal, quoi. Effectivement. Ne serait-ce que parce que JSS est assez jeune aussi, et puis parfois, on a des besoins qui apparaissent et qui ne sont pas couverts à la solution. Donc, on les développe nous-mêmes en dev back, mais sans interaction front. Quoi. Non, là c'est du tooling en fait. Hein. Typiquement, c'est par exemple, on a un outil tiers pour gérer les assets, mais on veut référencer les assets facilement dans Sidecore pour le contributeur, si tu veux. Donc ça c'est du tooling classique. Bon, ça se fait pas mal quand même. Voilà, après du tooling aussi pour gérer les CDN, enfin des trucs comme ça, quoi. Tu vois. Pour avoir un back-office quand même un peu commun, quoi. Sidecore reste notre back-office, mais par contre on a des petits outils perso dedans, quoi. D'autres questions peut-être? Après, on n'a pas de limite. Nous, tous les projets qu'on va faire à l'avenir, là, on pousse systématiquement JSS. C'est devenu notre techno phare. Ah ben, tu l'as pas vu dans ma démo? Il y avait plein de sites. Ouais. Alors non, tu peux soit avoir le Node.js onboardé dans ta web app, donc c'est le même pour tout le monde, soit tu as des petits Node.js. Alors pas du Docker, du Kubernetes par exemple typiquement sur Azure, tu vas aller mettre du Kubernetes Azure et tu vas mettre tes petits Node.js indépendants qui vont aller consommer ton contenu de ton site. Après c'est des websites, hein. Donc toutes les apps que tu as vues dans Sidecore là, c'est un website dans une config Sidecore en fait, autonome. Avec un website pour avec une conf pour le GraphQL, une conf pour le site lui-même, pour le contenu lui-même, etc. Non, il n'y a pas d'API management. Pas sur ce projet. C'est dans notre roadmap, parce qu'à terme, on aura d'autres API, effectivement, avec cette architecture un peu multiservice, microservice, où on va taper là où on a besoin de données. Donc on risque d'utiliser du Azure Function ou des trucs comme ça, au niveau du React. Donc on réfléchit effectivement à mettre en place du API management. L'API management, c'est la gestion des API, le service de gestion des API d'Azure, qui permet justement de gérer des différentes versions, des différentes applications entre les composants, entre les consommateurs et les équipes. Puis des droits, etc. Et puis de monitorer aussi, voir la consommation, gérer la scalabilité, enfin ça c'est assez puissant. Bon, pour l'instant, on n'a pas encore eu le besoin, mais on sait que ça va venir. Pour tout ce qui est asset, notamment des images, donc vous avez connecté JSS avec un Kingdom ou un outil tiers. Concernant ce qui est resizing des images, c'est qui s'occupe de ça? Non, c'est Akamai.
C'est aussi une des raisons pour lesquelles on l'a sorti, c'est que on sert les images par Akamai et on utilise la librairie images d'Akamai, enfin les features images d'Akamai. Bon, c'est un client qui a des moyens et qui veut le best of breed, mais le meilleur CMS du marché c'est Akamai, donc on a Akamai et on utilise toutes les features d'Akamai, y compris Fast Release, y compris toute la sécurité Akamai, y compris, on utilise vraiment toute la panoplie. Et donc les vidéos, alors peut-être plus les vidéos d'ailleurs, mais si, je crois que les vidéos on les fait encore, vidéos et médias sont servis par Akamai. Donc dans du blob storage je crois à la base, et après toute la rendition etc. est gérée par Akamai. On sait que Sitecore nous offre une sécurité sur tout ce qui est recycling d'images, tout ce qui est hash et tout. On essaierait du coup faire un projet comme ça à GSS. Ah bah comme c'est pas des. En fait il n'y a pas d'image dans Sitecore là. Dans ce projet là. Hein. Alors dans le POC que je vous ai montré, vous avez vu, il y avait des images quand même. Donc là c'est du standard Sitecore. Dans ce projet là, il n'y a pas d'image dans Sitecore. Hein. C'est des URL, hein, c'est tout. Donc cette sécurité, elle n'est pas du tout gérée. L'image n'est pas gérée par Sitecore. Les vidéos non plus. Tout ça est géré par Akamai en fait. Ça vous plaît hein? Non, vous avez... Non, ça... Qu'est-ce que vous en pensez Technicienne, donc Ah. c'est dur de poser des questions techniques. Et les techniciens, ils en pensent quoi? Mais vous avez regardé quand même, parce que franchement, en 2 heures, vous pouvez commencer à monter votre petit serveur, jouer avec, utiliser les fonctions JSS, je ne l'ai pas dit, mais pour faire du scaffolding avec les lignes de commande JSS, vous créez des composants tout faits en fait, vous avez tous vos fichiers qui seront là, vous n'avez plus qu'à rentrer votre code et vos données. Il y a pas mal d'outils, hein. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail du truc, mais il y a pas mal de petits outils sympas fournis par JSS. D'après vous, quel est l'argument qui a convaincu votre client de vous laisser faire un projet sur JSS? Alors clairement, c'est l'agence. En fait, la relation entre l'agence, c'est ça? Ouais, clairement. C'est l'agence qui a dit nous, on ne veut pas vivre ce qu'on vit avec Adobe. Et l'agence tech qui travaillait sur Adobe, on veut plus de souplesse, on veut plus d'agilité, enfin ce que je vous ai au début, hein, on veut vraiment avoir la main sur ce qu'on fait, on veut travailler en mode proto, parce que l'agence, le client, lui, il veut que ça sorte demain, très vite, il veut pouvoir modifier tout de suite, rapidement, il veut avoir une grosse agilité. L'agence donc veut de l'agilité, et après souvent c'est le bac qui dit ah bah non attendez, là vous êtes mignon, mais ça demande du boulot de changer de ce que vous m'avez demandé, quoi. On ne peut pas changer la vie comme ça. Là, tant qu'on est en mode proto, c'est-à-dire en mode JSS sur le PC, pour faire simple, le client il peut venir voir le développeur et il dit bah, tiens, mets-moi un champ en plus là, c'est rien du tout. Tant qu'on n'est pas passé en Sitecore First. Après on passe en Sitecore First, on revient en mode industriel, c'est un peu plus compliqué. Mais tant qu'on est en Dev First, on est en mode proto en fait. Et donc c'est ça qu'ils ont apprécié, c'est ce côté agilité et travailler comme ils le faisaient avant. Mais avant ils le faisaient, si tu veux, en proto HTML, CSS, et puis après il fallait 3 mois pour m'intégrer ça dans le CMS, quoi. Là, c'est une ligne de commande et pouf, on avait tout le truc dans le CMS. Donc c'est vraiment l'agilité qui a... Donc, le multicanal, etc., bon, j'ai appuyé dessus, parce que c'est une présentation que j'avais faite pour Sitecore à l'origine, mais ce qui a convaincu le client, c'est l'agilité, clairement. Et en termes de... Est-ce que vous avez été confronté à une modification structurelle, que une fois que vous ayez déployé vos premiers trucs sur Sitecore, une modification et rebalancer vers Sitecore, comment c'est? Oui, mais en fait, on a travaillé avec plein d'apps. Là, j'ai montré une app qui s'appelle JSS, un projet, tu vois. Là, en fait, chaque développeur avait sa petite app et pouvait pousser des trucs, etc. Et après, on avait une espèce d'app d'intégration, si tu veux. En fait, on gère des tonnes d'apps avec des soundbox, de la pré-prod, de la tech, etc. Et après, on republie, on peut déployer une app, c'est rien du tout, en fait. Donc, tu remixes ton code, tu republies tout. Ça prend. Alors, comme on a en plus sorti des assets, parce que quand tu publies, il publie aussi les assets, en fait. Hein. Je ne l'ai pas montré, mais dans mon répertoire de data, là, je peux aussi mettre les assets. Et donc les images, et il va tout publier. Alors là, pour le coup, ça peut prendre un peu de temps, surtout quand tu as 3500 assets avec les vidéos et tout. Et les développeurs avaient tout sur leur PC en fait, puisqu'ils étaient en mode proto. Ouais, tous les développeurs avaient tout sur leur PC. Et la data était versionnée dans un Git à part en fait. Donc justement, c'est ça qui était hyper intéressant aussi. Et tout le projet s'est fait sans Sitecore en fait. Et c'est à la fin... Ça va, ils sont pas là. mais on a gagné énormément en agilité comme ça. Et à la fin, on a déployé une version finalisée dans Sitecore. Sur les 3 mois du projet, vous avez presque combien de temps en dev? Quasiment jusqu'au bout. Après, c'est quand on est en run,
qu'on n'est plus en dev first. Alors là, on travaille toujours, en fait, on fait du dev first sur des sandbox, et après, on fait du deploy, différentiel. Ah tiens, j'ai créé un nouveau template, poum, deploy, tiré dans... Ouais, voilà, c'est ça. On fait soit des ajouts de templates, soit des ajouts de... Voilà. Et après, le call de JS, de toute façon, est toujours autonome. C'est toujours un build JS à part, donc on le redéploie et tout. Le seul truc, c'est que si tu déploies ton build JS, que tu n'as pas le template dans Sidecore, bah, tu as une jolie erreur orange, là, je ne trouve pas le template. Ça, c'est classique. Et du coup, là, vous êtes en mode run, donc c'est du Sidecore first, donc vous redéployez c'est un mix. la template. C'est un mix, On continue, on a un serveur d'intégration, dans lequel on est toujours en dev first. Et quand on a des templates et des contenus qui nous vont bien, on déploie, alors, soit on fait du package, alors là ça fait longtemps que je n'ai pas fait le point avec l'équipe, mais parfois on fait du package, tout simplement. J'ai créé 3-4 templates que j'ai déployés avec mon JSS, je les prends de mon CM d'intègre, je les mets dans mon CM de prod et puis après je déploie en CD. Soit on peut redéployer directement, parce qu'on peut déployer, quand on fait des GSS deploy, donc la ligne de commande, on peut définir ce qu'on veut déployer. Je veux déployer ce template, je veux déployer ce contenu, etc. Ce dictionary, enfin, on peut soit faire un GSS deploy, il déploie tout, donc ça c'est le truc, ça écrase tout, voilà, on recommence, soit on fait du différentiel. Voilà, donc on a vraiment cette souplesse, et après c'est du Sidecore classique, hein, on peut faire de l'export package, de l'import package, etc. quoi. Ça c'est nous qui gérons cette partie back-end en fait. D'ailleurs, sur les autres, on est obligé de passer par une Kubernetes. Ah oui, bon, alors, sur ce projet, on est en web app. Hein. On est en Node.js embordé dans la web app. Effectivement. Ouais. Et les perfs sont nickel. Hein. On a 2 CD, un CM, je crois. On est worldwide. On a Akamai aussi, hein, donc ça aide pas mal quand même. Et on a des très très bonnes perfs. Ouais. Et du coup, quel est l'intérêt d'avoir 2 CD si tu as Akamai derrière? C'est Alors, pourquoi on a 2 CD sur les perfs? Enfin, c'est parce que c'était les recos de Sidecore. Ouais. Ils en voulaient même 4. En termes de perf, en termes de dispo, en fait, juste, C'est perf. Non, parce que alors... et si t'as raison, ouais, en termes de dispo, si tu veux 99, 80... ouais. Les recos de Sidecore, c'était 4. Vu le nombre de visites qu'on a sur le site, en théorie, c'était 4. Avec 2, ça tient nickel et on n'a pas d'overhead sur la CPU. On utilise aussi les slots. Je ne sais pas si vous utilisez ça. Ça, c'est assez génial aussi. Pour les releases, c'est assez magique. Ça et phase release dans Akamai, enfin des releases comme ça à la seconde. C'est un client pour lequel on fait des événements. Il y a un événement annuel qui est hyper important, où on doit à midi pile le jour J livrer une version. Et en mixant phase release et slots, on arrive à avoir des releases à la seconde. Et ça, c'est vraiment topissime. Quoi. Vous connaissez les slots Azure, non? Ah, c'est top, hein. C'est une merveille ce truc. En fait, globalement, c'est une espèce de clone de la web app. Et en fait, on peut switcher d'une web app à l'autre de façon transparente, enfin avec un clic. Quoi. Enfin, je dis d'une à l'autre, mais en fait, c'est une à 10 ou 15 ou 20 ou 50. Enfin, ça dépend du plan qu'on a, bien sûr. Mais on peut créer plein de web apps parallèles sur le même app service plan. Et Azure va gérer le changement d'URL, la copie des sources, enfin, le switch en fait. C'est ce qu'on faisait avant avec du load balancer, des choses comme ça. Plus besoin de tout ça, maintenant on fait ça en slots directement sur Azure. Quoi. Voilà. On peut l'utiliser aussi, sur des story pages ou des choses comme ça. Enfin, si on veut faire une maintenance sur un site et puis on veut vraiment couper parce que c'est un site transactionnel, etc. On a une web app, on a un slot story page, on switch en story page, on fait nos petites manips, on déploie tout ce qu'on a à déployer, on fait du cold start aussi de l'appli, pour être sûr qu'elle est bien chargée au démarrage, et après on switch. C'est les équipes Ops qui font ça chez nous. Alors on a vraiment des partis pris technologiques forts chez nous, parce qu'on veut maîtriser le sujet, donc c'est Azure, JSS, Sidecore, voilà, et on fait que ça. Parce que on veut maîtriser à fond les trucs. Quoi. Voilà. Je pense que vous avez tous droit à un café là. Hein. Vous avez l'air à... T'en prie.